Bonsoir. Merci d'être venu malgré les intempéries pour la dernière masterclass avec Paul Ardenne. Il y a des intempéries. Si tu faisais la bise aux gens, tu t'en apercevrais. Voilà. Je voulais juste vous annoncer, suite à de nombreuses demandes, que nous aurons un peu plus tôt que prévu la mise en ligne des conférences que vous n'auriez pas suivies ou que vous voudriez revoir. Notez bien l'adresse de notre chaîne YouTube parce que ce n'est pas évident à retenir. Et sinon, par mots-clés, normalement, avec les mots qui sont écrits en dessous, vous devriez réussir à les trouver. Voilà. Je voulais vous dire que le musée Hors-les-Murs continue son programme avec un vernissage le 27 avril à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or pour une exposition Eddy Dubien. Et il y aura une rencontre. Nous continuons à être hébergés dans des lieux amis et généreux. Nous serons hébergés par la bibliothèque municipale pour une rencontre avec Eddy Dubien le 16 mai à 14h30. Et sinon, avant de passer la parole à Paul et de remercier les partenaires et amis qui nous hébergent, l'école urbaine de Lyon et la Halle du Faubourg, je voulais vous faire notre page de publicité. Voilà, parce que c'est peut-être un prolongement de... Alors ça, c'était pas prévu. C'est exactement ce que j'aurais pas fait. Et si je l'avais fait, je crois voir qu'à Humanimalisme, il n'y a pas de S. J'ai cru voir... Voilà. Si je l'avais fait moi-même, j'aurais mis un S. C'est gentil de me remercier. Non, mais de rien, Paul, de rien. Donc, Paul... C'est une société dans laquelle tout le monde a toujours quelque chose à vendre, vous avez remarqué? Voilà. Cela dit, l'entrée est gratuite. Et pour moi aussi, hein, je n'ai rien à vendre. Et puis, et encore, voilà, plus tard encore, une autre exposition à la Fondation EDF. Donc, si vous voulez poursuivre et voir une version artistique de ce propos, c'est fait. Bon, merci François, je plaisantais évidemment. Je n'étais pas au courant de cette présentation. Ben, je suis très, très content, bien évidemment. Donc, ce sont deux expositions dont j'ai l'honneur d'être commissaire. Une sur le devenir animal qui a lieu à Paris en ce moment, qui a été verni il y a, je crois, une dizaine de jours, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Humanimalisme, c'est-à-dire l'humain-animal et non pas l'animal humain, parce que bon, les animaux ne deviennent pas humains, ou alors quand ils deviennent humains, c'est mauvais signe, hein, c'est que leur maître peut-être s'en occupe un peu trop. Voilà, hein, et donc la deuxième exposition ouvrira le 17 mars donc à l'espace Electra à Paris. Courant vert, donc créé pour l'environnement. C'est d'une certaine manière une sorte de transcription de ce qu'on va évoquer aujourd'hui, même si aujourd'hui, parlant du champ des arts plastiques, les arts plastiques et la question de l'anthropocène et de sa représentation, donc c'est bien ça, hein, c'est le troisième volet. Bon, on montrera aujourd'hui évidemment beaucoup plus d'œuvres qu'il n'y en a dans cette exposition, même si celle-ci est assez développée. Voilà, alors il y a un artiste qui est dans cette exposition, qui est présent ici, qui est un artiste de Lyon, qui est Thierry Boutonnier. Il est ici présent, donc je lui ai fait un coup très dur, parce que je lui ai dit, je t'inviterai peut-être tout à l'heure à venir présenter le travail que tu fais actuellement à Paris, qui est typiquement une manière de travailler très, on pourrait dire, très marquée par cette culture de l'anthropocène. Voilà, alors donc je vais essayer de trouver ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je me tiens dans mon travail concernant cette masterclass, je me tiens très exactement à ce qui m'a été demandé par le Musée d'art contemporain de Lyon, c'est-à-dire de réfléchir à cette culture de l'anthropocène et justement en représentation plasticienne, en l'occurrence, qui pouvait en émaner, c'est-à-dire comment les artistes plasticiens, donc maintenant ceux dont on va parler, s'emparent de cette problématique et qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils produisent comme œuvre, à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, donc je voudrais d'abord quand même vous prier de m'excuser de montrer des œuvres dont j'ai souvent parlé en d'autres occasions. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas inventer les œuvres. Bon, voilà, ayant dû faire déjà quelques conférences sur ce sujet, je fais retour à des choses peut-être parfois déjà dites que vous auriez pu croiser. Bon, voilà, donc je repars un peu de ce livre. Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, un art écologique, et je partirai de là parce que quand les artistes plasticiens, en l'occurrence, se saisissent de la question écologique,
eh bien, ils ne font pas forcément de l'art écologique à proprement parler. Ils peuvent aller beaucoup plus loin, notamment dans le sens d'un art de l'environnement, ou même un art des problèmes généraux, puisque tout se tient. On parlait de ce phénomène d'interconnexion avec Timothy Morton, par exemple. Bon, il est clair que pour beaucoup d'artistes qui travaillent sur les questions environnementales, eh bien, cela implique de travailler aussi sur les questions de société, et notamment de lien social, de fraternisation, d'harmonie collective, etc. Bon, il y a évidemment une donnée ici de cohérence, en quelque sorte, dans le sens d'une amélioration générale du monde, l'idée étant que améliorer l'environnement naturel, on va dire, ne peut que passer par une amélioration de l'environnement social, des rapports entre les individus. Bon, voilà, sans parler d'une écologie globale, parce que c'est un concept compliqué, il y a quand même, là, il est vrai, une sorte d'interrelation. Alors, j'ai voulu commencer par une œuvre assez amusante d'artiste dont Alexa Bouvet, qui s'appelle Dystopia. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a pu voir de la culture de l'Anthropocène, c'est que c'est vraiment pas une culture drôle. Vous avez remarqué, c'était pas spécialement amusant. Et ce qu'on va voir aujourd'hui n'est pas forcément spécialement amusant. Mais il y a quand même des artistes qui jouent un peu avec les terreurs d'aujourd'hui pour les détourner. Alors c'est une série assez amusante. Bon voilà, des enfants qui viennent photographier une plante sous cloche, des gens qui viennent chercher de l'eau. Bon, c'est bien sûr au second degré, c'est pas une œuvre essentielle, je dirais, mais bon, voilà, vous voyez qu'on peut aussi produire un certain humour en décalé. Voilà, bon, on voit un pollinisateur ici, voilà, puisqu'il n'y a plus d'abeilles dans le monde dystopique. Puis voilà, une autre image, il y a des gens qui ont récupéré des spécimens humains sous vitrine, et puis voilà, peut-être cette belle image du bonheur rural, voilà, où le monsieur s'en va traiter dans les champs, voilà, pendant que madame, évidemment, a, par précaution, mis quand même sa tête sous cloche, bien évidemment. Bon. Alors, la question de l'art écologique, c'est ça, comme on le voit bien avec une œuvre ancienne de Gina Panet, qui date de 1970, s'appelle Terre protégée, où l'artiste s'est mise comme ça contre le dos contre le sol. Vous voyez comme elle fait rempart de son corps pour protéger la terre. Donc c'est une œuvre effectivement de l'âge écologique de l'art déjà, ou proto-écologique. Mais ceux qui connaissent Gina Panet, qui est une grande performeuse, travaille beaucoup sur le corps, sur l'émotion, sur le sensible, sur la féminité. Par exemple, savent que ce n'est pas une artiste de l'écologie spécifiquement. Alors c'est un des grands problèmes quant à définir les rapports de l'art et de la culture de l'Anthropocène, en tout cas avant, dès les années, on va dire 1960-1970, puisque c'est vraiment là que ça commence, à un moment où les préoccupations environnementales ne sont pas encore ce qu'elles sont, même si déjà elles sont réelles. Les artistes ne sont pas spécifiquement souvent des artistes de l'écologie. Alors, le travail des historiens de l'art, j'aimerais essayer d'agrandir ça, mais bon, je ne sais pas faire quand c'est projeté de cette façon. C'est de définir des prémices, de trouver des fondations. Et la question qui est posée, c'est de savoir quelle serait la première œuvre d'art de l'âge écologique. Voilà, ça serait peut-être celle-ci, qui date de 1943, qui a été faite par un artiste nippo-américain qui s'appelait Isamu Noguchi, qui était un grand designer, d'ailleurs, qui a un musée à Brooklyn, à New York toujours. Cette œuvre est une œuvre de terre cuite, donc posée sur une table. Vous le voyez ici, excusez-moi pour la photo très, très petite. Et donc, elle s'appelle « Cette terre torturée », This Tortured Earth. Et donc la torture ici exprime à travers ces effets de scarification quelque chose qui serait comme une destruction d'origine humaine et non pas une destruction naturelle. Alors l'idée en est venue, c'est ce que dit Noguchi lui-même, en 1943, des bombardements, d'une photographie qu'il a vue des bombardements alliés en Afrique du Nord au moment où les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a mélangé un petit peu cette vision d'une terre abîmée par les bombardements avec l'image de cette catastrophe qui est une des premières grandes catastrophes environnementales de l'histoire, qui s'appelait le Dust Bowl en Oklahoma, dont vous avez peut-être entendu parler. Le bol de poussière sont ces intempéries lyonnaises qui se manifestent. Bon.
Bon, voilà, bah, écoutez, si la terre s'ouvre sous moi, voilà, je vous dis adieu de manière anticipée. Hein, voilà, bon, je vais disparaître dans la terre lyonnaise. C'est beau, c'est émouvant. Bon, bref. Donc le Dust Bowl, le bol de poussière, hein, c'est sans doute la première grande catastrophe écologique répertoriée dans l'histoire de l'humanité, 1936-1938, aux États-Unis, en Oklahoma, en Arkansas, au Texas, des terres mal cultivées dans le sens des pentes, une surexploitation qui appauvrit les sols, qui leur supprime toute humidité, et à un moment donné, des tempêtes qui adviennent et qui soulèvent la terre en l'emportant. La terre devient poussière, elle est emportée. Vous avez ces images de ces grands nuages noirs, donc photographiés d'ailleurs par les photographes de la Farm Security Administration sous Roosevelt dans les années 30 dans le cadre du New Deal. Donc ce serait peut-être la première œuvre de l'âge écologique, je dis bien peut-être, parce que peut-être qu'on en trouvera une autre bientôt, et puis voilà. Alors je voudrais rendre, pour commencer cette conférence, enfin cette masterclass, hommage aux précurseurs, c'est-à-dire aux artistes qui ont eu une conscience écologique telle, mais d'une certaine manière avant tout le monde ou très tôt. Donc je voudrais leur rendre hommage d'une certaine façon parce que ce sont tous des artistes très solitaires, c'est-à-dire dont peu d'œuvres sont restées ou dont les manifestations artistiques sont demeurées totalement étrangères à l'intérêt commun, à la curiosité commune. Par exemple, au début des années 70, George Donay et Gordon Matta Clark dans New York vont promener ce petit quadricycle qui est une œuvre de rue, hein, d'espace public. Donc, ce quadricycle s'appelle le Fresh Air Cart et qui vous permet de respirer de l'oxygène, de l'air de bonne qualité. Il l'installe notamment à Manhattan Sud et en particulier à Wall Street, hein, qui est le symbole évidemment de la bourse, du capitalisme américain, et donc incidemment évidemment de la présence d'un très grand nombre d'entreprises pollueuses, hein, bien évidemment. Bon. Alors également une œuvre 77 très intéressante, passée totalement inaperçue à l'époque où elle a été faite. Vous avez ici cet artiste allemand bien connu, mais souvent pour d'autres raisons, qui s'appelait Joseph Beuys. Bon, un artiste un peu controversé, mettant en avant une sorte de mythologie personnelle, le chamanisme. Bon, un artiste volontiers d'ailleurs affabulateur. Hein, donc voilà, il est en 1977 à Eindhoven aux Pays-Bas, dans une zone qui est appelée à être poldérisée, c'est-à-dire un marécage, donc une zone de très 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 forte biodiversité. Évidemment, les marais sont des zones où on trouve un très très grand nombre d'espèces, puis un vivier extraordinaire. Cette zone est appelée à être poldérisée et donc de fait toute cette biodiversité à disparaître. Et donc Beuys fait une action, hein, on voit ici, comme il en fait souvent, une sorte de performance juste avec quelqu'un qui est là, un de ses amis qui le photographie. Il plonge tout habillé. Donc, il plonge tout habillé dans ces marais. Il nage comme ça pour éprouver une dernière fois, en quelque sorte, la richesse naturelle, la richesse d'un environnement comme ça qui de fait, va disparaître. Alors, le même Joseph Beuys, et ça, c'est une œuvre beaucoup plus connue, qui est d'une certaine manière, on pourrait dire, pionnière et prophétique. En 1982, dans le cadre de cette grande manifestation internationale allemande, qui s'appelle la Documenta, qui a lieu en Westphalie à Kassel, d'abord tous les 4 ans, puis tous les 5 ans depuis 1955. Donc en 82, Beuys décide un chantier de plantation, de planter 7000 chênes lui-même, plus tous les gens qui veulent bien l'aider donc, dans cette tâche. Donc c'est une sorte de chantier participatif, collectif. C'est le début d'un art horticole et jardinier qui va avoir une très grande postérité. Vous le verrez tout à l'heure avec notamment Thierry Boutonnier qui vous en parlera. Voilà. Alors, c'est une œuvre importante d'abord parce que on plante des arbres et on sait qu'aujourd'hui, planter des arbres, c'est une des rares solutions peut-être qu'on puisse avoir contre l'augmentation du CO2, par exemple. Mais également, c'est une œuvre qui est importante parce que c'est déjà une réplique à une autre catastrophe écologique donc notoire qui est ce qu'on appelle les pluies acides, le phénomène des pluies acides répertorié dès le 19e siècle
dès 1860 en Angleterre. Ce phénomène est répertorié par les naturalistes, les chimistes. Il s'agit en fait des retombées de pollution des zones des retombées de pollution qui viennent de l'atmosphère, consécutivement à l'existence de fumée, de rejets d'effluents polluants divers, etc. Vous savez, dans la nature, rien ne se perd, donc rien ne se perd, et à un moment donné, ça tombe, ça retombe. Et ce qui se passe en Allemagne à cette époque-là, ce sont ce phénomène des pluies acides, avec un véritable choc culturel et symbolique pour les Allemands qui vénèrent la forêt depuis très longtemps dans les grandes mythologies du Wald, du bois germanique. C'est la destruction possible de ces grands bois allemands, bien évidemment, quelque chose qui va choquer très fortement les gens. Alors ça, ce sont des œuvres pionnières qui vont avoir une postérité, parce que par exemple, quand vous voyez cette œuvre, il s'agit d'une œuvre donc Thierry Boutonnier hoche la tête, parce qu'on a un souvenir commun. Il s'agit d'un chêne un gland d'un des chênes de Boyce, trouvé à Cassel par deux artistes anglais qui sont très importants dans le champ de l'écologie, donc qui s'appellent Ackroyd et Harvey. En 2006, ils vont à Cassel, ils récupèrent des glands qui ont poussé sur ces chênes plantés en 82, c'est-à-dire plus de 20 ans précédemment. Ils les remportent à Londres, ils font des pépinières et ils les replantent ou ils permettent leur replantation partout dans le monde. Donc vous en trouverez à New York, vous en trouverez même à Lyon, je l'avais dit la dernière fois, puisqu'il y a quelques années, dans le quartier de Mermoz, avec Thierry Boutonnier, dans le cadre d'une opération que Thierry avait menée à Mermoz, un de ces chênes a été planté. Ackroyd et Harvey étaient là, nous on était là, on a assisté à ça. Voilà, donc c'est assez... Bon, en fait, c'est une donnée de transmission, si vous voulez, et je crois que c'est une chose importante. Bon, il y a une dimension de transmission et de pédagogie incontestablement à prendre en compte dans le traitement des problèmes environnementaux, et bien sûr tout un volet d'éducation, de pédagogie qu'on a évoqué la dernière fois, vous vous en rappelez. Bon, il faut évidemment bien savoir ce qu'il en est de la situation environnementale pour en quelque sorte, pour l'améliorer. Je lisais ce matin un article d'ailleurs, donc d'origine américaine, où il était dit qu'il ne fallait pas craindre de s'informer même de nouvelles très noires concernant l'évolution écologique de nos milieux, de nos écosystèmes, puisqu'au fond, il fallait s'habituer à cette espèce de bilan de guerre pour élaborer les outils de la rénovation, de la réparation, de la rédimation, de la rédemption, en quelque sorte. Bon, la rédemption, on va dire environnementale, on ne va peut-être pas aller plus loin. Mais j'oublie pas, je suis à Lyon ici. Lyon, c'est la capitale des Gaules pour les questions catholiques, vous le savez. Voilà. Donc, bon, bref, je ne ferai pas de commentaires. Voilà. Non, c'est que j'ai vu un grand bâtiment tout à l'heure au long du Rhône et je me suis demandé si ce n'était pas l'archevêché. C'était un énorme bâtiment avec des croix, qui fait 200 mètres de long. J'étais impressionné. Bon. Alors, des pionniers aussi, un artiste, Nicolas Auribourou, dans les fin des années 60, années 70, va multiplier les colorisations en vert des zones polluées. Ici, la Seine, vers Paris, une opération, la lagune de Venise, le Rio de la Plata, il est argentin. Donc voilà. Alors évidemment, les pollutions qu'il crée avec cette couleur ne sont pas polluantes, si on peut dire, puisqu'il utilise bien évidemment un produit qui n'a pas d'effet destructeur, qui est biodégradable sans conséquence, bien évidemment, sur l'environnement. Donc on est ici dans cette logique de l'avertissement, du warning, qu'on a évoqué la dernière fois. Et également parmi les pionniers, même année que dans les années 70, grosso modo, même moment qu'Auribourou, on a pour la première fois des artistes comme ici, mon Dieu, j'oublie son nom, je connais que lui, voilà, il y a un trou de mémoire, je travaille sans notes. Bon, le Time Landscape, bon, je ne sais pas, attendez, on va quand même retrouver, il ne faut pas exagérer. Je vous prie de m'excuser, c'est intéressant. Voilà, Alan Sunfist, évidemment, on connaît que lui. Voilà, Alan Sunfist, un artiste new-yorkais, donc qui lui va faire un geste assez radical. Vu ce qui est évidemment l'accroissement de la pollution dans les grandes cités, les grandes métropoles, etc., comme New York, comme Manhattan, comme le Queens, eh bien, il va demander à l'autorité new-yorkaise de lui prêter un terrain donc, qui n'est pas construit, un des rares terrains qui n'est pas l'objet d'une promotion immobilière, et de le laisser
donc telle qu'elle se développer. Donc ça va être le time landscape, donc Sunfeast va faire cette œuvre toute simple qui consiste à laisser la nature se développer, reprendre ses droits, si vous voulez. Bon. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On est ici autour de 1970. Cette œuvre va durer très longtemps, plusieurs années. Et on voit comment, très rapidement, des plantes qui avaient disparu donc, du paysage de Manhattan depuis parfois plusieurs siècles, eh bien, du fait de l'occupation humaine, de l'anthropisation, ces plantes réapparaissent progressivement. Donc, vous avez un mécanisme ici, tout simplement, qui consiste à laisser travailler la nature. Alors, ça fera école, parce que je vous montrerai, par exemple, tout à l'heure une œuvre de Lara Al-Marseghi, qui est exactement conçue sur le même modèle, le même principe. Voilà, je ne sais pas si quand Lara Al-Marseghi a fait cette œuvre-là, elle était au courant de l'existence de ce time landscape, puisque ce sont des œuvres que très peu de gens connaissent, qui n'ont pas eu de postérité particulière, qui ont été oubliées dans une histoire de l'art qui s'intéressait plutôt à l'époque au pop art, à l'art conceptuel, à l'art minimal, puis donc à l'art de la performance, par exemple, puis dans les années 80, le retour de la peinture, le postmodernisme. Ces artistes-là sont des pionniers au sens où ils ont travaillé sans attendre grand-chose en retour en termes de reconnaissance. Alors, une donnée notoire, quand vous regardez actuellement à New York cette ancienne voie ferrée désaffectée devenue une promenade qui s'appelle la High Line, du côté du fleuve de l'Hudson River, donc qui commence au niveau du nouveau Whitney Museum et qui monte jusque, je crois, aux alentours de la 40e rue, là, c'est les 35 Houston Yards, là. Il y a eu 3 programmes de végétalisation de cette High Line, de cette ancienne voie ferrée donc aérienne. 3 programmes successifs, 3 tranches. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière tranche a été gagnée par un paysagiste néerlandais. Et vous devinez comment il l'a gagnée. Il a dit, vous savez ce que je vais faire? Je vais ne rien faire. Voilà, tout simplement. Je ne vais rien faire. Et il a gagné donc le concours, en disant voilà, la nature reprendra ses droits comme elle le veut. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que pour être allé récemment vérifier ça, j'ai pu voir que quand même, il y a beaucoup d'arrosage, il y a quand même un peu d'entretien, etc., etc. Bon, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ça, les anglo-saxons sont terribles, ou les néerlandais, etc. Les gens qui ne sont pas latins ne supportent pas que la nature puisse être libre. C'est quelque chose de terrifiant. Voilà. Vous avez remarqué les Pays-Bas, par exemple, si vous allez en Hollande, il n'y a quasiment plus de nature au sens de la nature. Tout est humanisé, toute la nature est humanisée. Et absolument toute la nature est mise en coupe réglée, en quelque sorte, par l'aménagement humain. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà, il faudrait revenir parfois à plus de laisser-aller, plus de licence. Alors, une œuvre, évidemment, qui elle, est restée, qui a traversé le temps, 1982, la même année que Beuys, d'ailleurs, à Cassel. Donc, c'est la fameuse œuvre qui s'appelle tout simplement Champ de blé, Wheat Field. Donc un nom, une appellation très conceptuelle, déjà. Champ de blé, c'est pas le champ de blé ou un champ de blé, ou un champ de blé à Manhattan, au pied des 2 tours, etc., près de Battery Park. Non, c'est champ de blé. Et donc, cet artiste que vous avez là, une photo devenue très célèbre, moi je l'ai choisie, j'ai demandé à Agnès Dénès de pouvoir la reproduire en couverture de ce livre sur l'art écologique, parce que c'est un tel symbole. Cette femme, avec ce bâton dans ce champ de blé doré, qui est comme une sorte de grande prêtresse, en quelque sorte, de la nature, réconciliée avec l'humain. C'est un peu Déméter, si vous voulez, ou on va dire Perséphone, donc la Perséphone antique 6 mois dans l'année, quand elle est à la surface de la Terre. C'est quelque chose de très, très puissant. Alors, il s'agit d'une œuvre assez complexe, malgré les apparences. L'artiste demande à l'autorité portuaire de New York donc, de pouvoir disposer d'un fragment de terrain qui n'est pas occupé, du point de vue immobilier, et du faire pousser du blé. Voilà. Alors, c'est évidemment magnifique, c'est très beau, c'est une sorte d'esthétique du contrepoint, comme on dit. Ça fait beaucoup d'effets, il y a un effet sensible, évidemment. On voit d'ailleurs ces photographies, on voit ce mur minéral de Manhattan, du bas de Manhattan, ici à droite, et puis tout d'un coup, cette irruption de quelque chose qui est parfaitement décalé, qui est pourtant totalement essentiel, puisque le blé, c'est bien sûr, ça renvoie à la nécessité de
donc de nous nourrir. Alors, c'est une œuvre qu'on voit toujours sous le même angle, mais il est bien aussi de la voir autrement, hein, vous voyez, comme ça. C'est une promenade, donc c'est une sorte de grande peinture également, c'est une peinture végétale. Alors, ce concept de peinture végétale va avoir un très grand succès. Hein, aujourd'hui, un très grand nombre d'artistes qui travaillent en relation avec le paysage ou l'environnement, donc ne conçoivent pas de travailler autrement qu'avec des végétaux. Hein, c'est comme ça. Voilà, mais c'est aussi une œuvre qui va avoir une dimension, en plus de ce qu'on appelle la dimension contextuelle, d'être une œuvre de contexte. Hein, le contexte ici, c'est la question de la faim dans le monde, dont on parle beaucoup à cette époque-là. Hein, c'est un des grands combats. Bon, on peut en parler encore aujourd'hui, même si c'est plus ce que c'était. Mais enfin, il faut savoir que toutes les 11 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans ce monde de faim. Hein, voilà, c'est les chiffres, les derniers chiffres de la Fed. Hein, donc, je les ai trouvés il y a 15 jours. Hein, donc, moi-même, ça m'a stupéfait. Hein, j'avoue que je ne pensais pas que c'était quand même encore à ce point. Bon. Alors, c'est aussi une œuvre conceptuelle, hein, au sens où il y a tout un ensemble d'agencements intellectuels, réflexifs, philosophiques, comme ça, qui s'organisent autour. Un colloque est organisé avec des venus de spécialistes de la faim dans le monde, etc. Bon, et enfin, un geste symbolique, évidemment, la récolte faite d'une manière commune et redistribuée, et donc à des organismes de lutte contre la faim. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ces pionniers on pourrait dire de la représentation de ce qu'on n'appelle pas encore l'anthropocène, mais qui est déjà là, c'est-à-dire le sentiment suraigu que quelque chose ne va pas dans le rapport que l'humain entretient avec son environnement, notamment son environnement naturel, permet à ces artistes de créer des formes qui sont tout à fait innovantes. Il est clair que vous avez là des formes de création qu'on n'a encore jamais vues. Et c'est très important parce qu'on a là ce qu'on peut appeler l'invention d'un nouveau langage symbolique. On a l'invention d'un nouveau langage et c'est toujours extrêmement difficile d'inventer des nouveaux langages. C'est-à-dire que c'est au fond assez aisé de travailler dans le sillage des gens qui ont ouvert la voie. Mais créer des formalisations nouvelles, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Donc c'est pour ça que ces artistes pionniers sont intéressants, et d'autant plus intéressants que la plupart ont disparu de l'histoire de l'art. En tout cas, entre les années 70, 80 et les années 2010, ils ont cessé complètement d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune commande, ça veut dire aucune exposition, pas de collectionneurs, pas de production, rien. Hein, si vous voulez, bon, c'est comme ça. Bon. Alors, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que ceux que je vous cite, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que ce dont je vais parler dans cette masterclass. Alors, il y a un artiste très intéressant, c'est Mel Chin. Mel Chin, qui est un artiste texan. Donc, il est, je crois, par son parcours tout à fait emblématique des questionnements qui sont ceux qui peuvent saisir certains artistes devant la dégradation environnementale, quand ces artistes ont le désir d'en dire quelque chose, d'en montrer quelque chose et d'en donner une esthétique. Vous voyez, c'est-à-dire esthétiser une sorte de dérèglement des écosystèmes. Bon, alors comment il fait? Ce qui est intéressant chez Mel Chin, c'est que c'est un sculpteur conventionnel. C'est un sculpteur conventionnel, il fait des œuvres, bon, c'est pas mal. Voilà. Et puis un beau jour, il se dit, mais ça sert à rien tout ça, ce sont des objets. Bon. Et il détruit ses sculptures. Et il commence à créer ce concept, ce qu'il appelle le revival field, le champ de reviviscence. Donc vous avez un plan ici, qui est assez intéressant. Donc il s'agit en fait d'opérer d'abord dans le paysage, dans la nature elle-même. Ensuite, d'opérer comme un artiste d'une certaine manière minimaliste, hein, c'est-à-dire on crée une forme plasticienne. Ici, vous avez une vue de dessus. Donc, on dirait du Frank Stella. Hein, Frank Stella, cette peinture le minimale, par exemple. Et puis, d'installer dans le paysage, comme vous voyez ici, donc cette forme, mais avec des plantes. Donc, c'est un art végétal. Hein, c'est un art horticole, hein, si vous voulez, ou un art agricole. L'art devient, d'une certaine manière, une forme du jardinage ou le prolongement du jardinage par d'autres moyens, hein, si vous voulez. Donc, alors, le choix, évidemment, des œuvres, des plantes, ici, qui est fait, est très, évidemment, symbolique, puisque Mel Chin fait en sorte de mettre dans le paysage des plantes qui en ont disparu. Pourquoi? Pour cause de monoculture. Vous savez que l'agriculture spéculative a toujours une conséquence, c'est
faire s'effondrer la biodiversité. On ne cultive que les espèces rentables. Par exemple, vous avez 200 variétés de pommes de terre qui existent, on en cultive essentiellement une douzaine. Et les autres, ça n'intéresse pas, c'est pas rentable, voilà, ou elles se conservent mal, etc. Bon, voilà. Alors, donc, il y a cette volonté correctrice aussi. Vous voyez ici, réhabilitrice, donc là où la nature n'a pas pu résister aux assauts humains, là où la résilience environnementale n'a pas pu fonctionner, eh bien l'artiste vient, j'ai envie de dire, il vient donner un coup de main. Il vient donner un coup de main. Alors, voilà, donc, vous voyez, alors, ça c'est intéressant, c'est des formes d'art avec lesquelles il va peut-être falloir s'habituer de plus en plus, même si là, on est dans les années, on est autour de 1900, entre 1975 et 1990, il y a quand même un certain temps déjà, une quarantaine d'années. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, mais bon, c'est déjà là. Bon. Alors, une artiste comme Kathleen Miller, par exemple, est une sorte de pionnière aussi dans le genre, le genre de la réparation, avec ce qu'elle appelle les seed bombings, les bombardements de graines. Voilà, elle occupe des territoires donc très souvent détruits par l'économie donc de l'industrie, l'occupation des usines, tous les périmètres comme ça complètement défavorisés, détruits par donc l'industrie en particulier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des graines dans des sortes de grenades de terre humide, vous voyez, en choisissant ces graines pour repeupler le territoire, et elle fait des performances, littéralement, dans l'espace public, ici, qui consistent à jeter ces grenades de graines. Donc ce sont des seed bombings, des bombardements de graines. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez ici une dimension qu'on va retrouver dans l'art qui se saisit déjà de l'Anthropocène, même si le terme n'existe pas encore. C'est cette question de l'art utile, la question de l'utilité, dont on a déjà parlé, le useful art, c'est-à-dire un art de contexte qui réagit à un contexte et qui vise une utilité. Il vise un résultat au-delà de la forme, au-delà de l'esthétique à proprement parler. Alors, jusqu'à la caricature, par exemple, parfois, comme avec ce couple qui s'appelle les Harrison, donc ce couple d'Américains qui, par exemple, en pleine vogue de l'art minimal, vous savez, l'art minimal, bon, Sol Lewitt, Carl André, etc., Donald Judd, bon, des artistes qui ils donnent des plans, ils ne font pas les œuvres eux-mêmes d'ailleurs, ils donnent des plans, et puis ces plans, eh bien voilà, vous prenez des éléments comme ça, industrialisés, des poutrelles, des plaques, etc., des pavés, vous les faites disposer, et ça vous donne une œuvre, normalement, comme ils disent, autotélique, c'est-à-dire qui ne renvoie qu'à elle-même, voilà, autoréférentiel, ipséiste, comme on dirait en philosophie. Alors, ce que font les Harrison, ils disent, OK, on va faire la même chose, nous, on va faire des expos d'art minimal, mais on va les faire servir à quelque chose. Par exemple, vous voyez, dans cette œuvre minimale, dans un musée, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent des poissons. Par exemple, vous voyez, ils font de l'aquaculture, voilà, de la pisciculture. Et là, par exemple, ils vont cultiver des salades. Vous voyez, en disant, bon, ben voilà, on va joindre l'utile à l'agréable, le minimal au maximal, d'une certaine façon. Alors, voilà, en quelque sorte, quelques mots sur ces pionniers. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais ce qui est notoire, c'est qu'il n'y a quasiment rien qui existe sur eux. Bon, c'est une époque, en plus, c'est extrêmement important de le souligner. Je crois l'Internet a eu pour conséquence, avec le web, avec les data centers, si vous voulez, les bases de données, de pouvoir maintenir vives des expériences depuis, on va dire, la fin des années 1990. C'est-à-dire tout ce qui est rentré à partir de ce moment-là dans la base de données mondiale, eh bien, vous pouvez le consulter en général, sauf si ça a été effacé, mais c'est rare. Par contre, tout ce qui existait avant n'existe pas. C'est extrêmement curieux. Il y a une sorte de perte de données. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien retrouver, ou alors il faudrait aller interroger des témoins, il faudrait aller rechercher dans de vagues catalogues ou dans de très lointains centres d'art, vous voyez, interroger les gens, leur demander mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, voilà, c'est une donnée, ça m'avait beaucoup frappé de voir qu'en 1981, donc il y a quand même longtemps, 81, c'était il y a quasiment 40 ans, vous voyez déjà, eh bien vous aviez dans le nord du Québec, à Chicoutimi, dans la ville de Chicoutimi, un nombre d'artistes importants qui s'étaient réunis
pour lutter contre l'implantation d'une centrale électrique, je crois, d'Hydro-Québec, la grande entreprise nationale qui produit l'électricité donc au Canada, enfin au Québec en tout cas, parce que les destructions environnementales étaient évidemment prévisibles. Et ces artistes avaient fait tout un ensemble de travaux très spécifiques, très contextuels, très intéressants. Mais pour retrouver cette histoire, je peux vous dire qu'il faut quasiment aller sur place. Enfin, il faut connaître des Canadiens qui vous disent « Ah, mais tu sais, il y a eu ça, à un moment, il faut chercher dans des revues. » Et hop, tout d'un coup, vous trouvez ça, vous dites « Bon sang, mais… » Voilà des artistes qui ont fait quelque chose d'extrêmement important, vous voyez, mais tout a disparu. Voilà, c'est un grand problème. Alors, je voudrais aborder maintenant vraiment la période plus contemporaine, laisser de côté nos précurseurs, nos pionniers, bon, en les honorant, hein, bien évidemment, ceux-là et quelques autres, il y en a quand même quelques autres, on ne peut pas citer tout le monde, et arriver en ouvrant avec une artiste française qui s'appelle Christiane Geoffroy, donc sur la période contemporaine. Alors pour ouvrir cette période contemporaine, j'ai pris ce planisphère de Christiane Geoffroy, donc qui s'appelle La dérive des continents, bon, qui est une sorte de jeu avec la théorie de Wegener, hein, qui a été créée au XIXe siècle, donc à partir de l'idée que, vous savez que la sténosphère bouge sur la lithosphère, hein, bien évidemment, non l'inverse, la lithosphère bouge sur la sténosphère, pardon, hein, c'est-à-dire tout ça, ça bouge, et puis le premier grand continent émergent des océans, qui était la Pangée, se disloque, tout ça bouge, et ça continue à bouger aujourd'hui, ce qu'on appelle, on parle de tectonique des plaques maintenant. Alors ce que fait ici, comme vous le voyez, donc notre artiste, Christiane Geoffroy, elle reproduit une carte de Mercator, donc tout simplement, voilà, la voilà, et donc elle dilate, comme le font les géographes dans certaines cartes spécialisées, les zones qui correspondent aux zones de forte pollution atmosphérique, et donc elle rétrécit dans le même temps les autres qui correspondent aux zones de faible pollution. Donc on voit ici très nettement les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe, l'Union européenne évidemment, la Russie, très grand pollueur évidemment, le Japon, l'Inde, immense pollueur aussi, la Chine, n'en parlons même pas. Voilà, et puis à côté de ça, donc vous avez l'Amérique latine, l'Afrique, donc l'Indonésie, l'Océanie, beaucoup moins représentées. Alors, première donnée, je crois, dans les représentations qu'on va donner de l'Anthropocène, de ce qu'il en est, ce qui s'exprime souvent chez beaucoup d'artistes, c'est une fascination pour la nature. C'est une des premières données. C'est-à-dire, on a parlé dans cette masterclass sur la question donc de la culture de l'Anthropocène, on a parlé de la notion d'inquiétude, hein, disant que c'est une culture de l'inquiétude. On a parlé aussi de la notion de dystopie, hein, une culture du dérèglement, hein, en quelque sorte, cette espèce également même de morbidité, de fascination pour le monde abîmé, hein, qu'on avait évoqué à travers le sublime négatif de Edmund Burke, par exemple, dans la première de nos rencontres. Bon, alors il y a aussi une donnée importante, il faut mettre en avant, c'est la fascination. Beaucoup d'artistes sont fascinés par ce que la nature nous offre, ce qu'elle produit, avec l'idée, au fond, qui est très forte, je trouve, notamment pour des créateurs et des plasticiens, c'est l'idée que la nature est le plus grand créateur qui existe de toute façon. Il n'y a pas de plus grande puissance plasticienne pour créer des formes que la nature elle-même. Et par exemple, un artiste anglais comme Roger Brown, qui est un artiste papier art, bon, eh bien, c'est un artiste qui il va se satisfaire, se limiter en quelque sorte à reproduire des formes que la nature crée, notamment qu'on ne voit même pas à l'œil, sont des formes microscopiques, bien souvent, sans rien inventer, étant entendu que ce que la nature offre à voir est de toute façon absolument sidérant, sur le plan de la construction esthétique, hein, si vous voulez. Hein, donc c'est une idée très très forte, hein, vous voyez, l'idée que ça me fait penser un peu sur un registre proche par l'intention, mais différent évidemment par la nature des œuvres. Ça me fait penser au classicisme, vous voyez, dans les arts. Entre le 15e siècle, on va dire, et le 19e siècle, classicisme, néoclassicisme, au fond, la question de la beauté était très vite réglée, puisque les esthéticiens, les Winkelmann, les Roger de Pile, etc., disaient aux artistes plasticiens de l'époque, ils leur disaient, mais vous cassez pas la tête, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, c'est d'essayer de faire aussi beau que les Grecs et les Romains.
C'est-à-dire, au fond, si déjà vous arrivez à les imiter, ben, soyez bien contents. Vous voyez, c'est même pas la peine de chercher ailleurs. Bon. Eh bien, on pourrait dire, à travers des œuvres comme celle-ci, et c'est ce que, évidemment, mettent en avant pas mal d'artistes plasticiens aujourd'hui, mais au fond, regardez simplement la nature. Si déjà vous arrivez à faire aussi bien qu'elle, eh bien, chapeau, vous aurez fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est une donnée importante parce que c'est la donnée du retrait. C'est le recul de l'héroïsation de l'artiste, vous voyez. C'est la déflagration du mythe romantique, hein, qui perdure encore. Le mythe romantique perdure encore très largement, même encore aujourd'hui. On ne peut pas vous s'empêcher de présenter les artistes comme des sortes de héros, des gens qui sont toujours donc dans une sorte d'opposition, de guerre, de lutte, de subversion, hein, qui renversent les trônes et les valeurs, etc. Bon, la plupart d'ailleurs renversent rien du tout, hein, surtout pas les trônes. Hein. Ça serait bien, peut-être parfois, mais je ne crois pas. Bon. Vous voyez, là, ce qu'on va voir maintenant, ce sont très souvent des artistes qui adoptent une position mineure. Et ça, c'est une donnée importante. C'est-à-dire qui consentent à une désescalade, mais pas du genre de celle qu'on avait eue dans les années 90. Vous vous rappelez peut-être, dans les années 90, un excellent auteur qui s'appelle Jean-Yves Joannet, donc qui est un ami pour qui j'ai un immense respect. Jean-Yves Joannet avait écrit ce livre qui s'appelait L'idiotie. Je ne sais pas si vaguement certains se rappellent de ça. Bon, c'était un livre à travers lequel Jean-Yves Joannet analysait quelque chose d'intéressant. C'est le fait que de plus en plus d'artistes, à la fin du XXe siècle, en avaient assez de l'héroïsme. Vous voyez, Pollock qui est sur sa toile, là, comme ça, là, voilà, bon... C'est extraordinaire. Alors, Hans Namuth qui photographie ou qui filme. Bon, vous voyez Barnett Newman avec ses grandes œuvres monumentales, etc. Bon, Michael Heiser avec sa dynamite dans le désert, là, en train de faire péter des montagnes de roches dans le Nevada. Enfin, vous voyez, vous dites, waouh, ça, c'est des. En plus, c'était très, très masculin comme histoire de l'art. Hein. Vous avez remarqué, je dis ça, mesdames, hein, parce que dans le même temps, il y a aussi une histoire féminine de l'art. Hein. Mais alors, celle-là, il va falloir attendre un petit moment pour qu'on la remette en avant. Bon, heureusement, ça va venir, ça vient maintenant, le temps des corrections est arrivé. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est ce que montrait Jean-Yves Joannet, c'est qu'au fond, beaucoup d'artistes en avaient assez de cette position. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont renvoyé le balancier très loin de l'autre côté, très très loin. Et qu'est-ce que c'était le balancier poussé très loin de l'autre côté ? Ben, c'était de faire les imbéciles, c'était de faire les idiots comme Gassiorowski, comme Peter Land, comme voilà, se filmer en train de se casser la gueule dans un escalier, par exemple. Vous voyez, être ridicule, voilà, jouer au débile. Vous voyez, bon, il y a eu toute cette culture de l'idiotie qui est assez intéressante. Mais ce qui est notoire maintenant, on pourrait dire 15, 20 ans après, dans la culture de l'Anthropocène, chez ces artistes qui intéressent l'environnement, c'est qu'eux, ils désescaladent en quelque sorte l'échelle de l'héroïsme, de l'héroïsation de l'artiste, mais non pas pour faire les idiots, mais pour devenir des gens finalement responsables, éco-responsables, éthiques, qui disent, au fond, quelle est notre mission, sinon de montrer que forcément la nature doit être honorée, puisqu'elle est plus forte que nous, puisqu'elle est, au fond, elle est la créatrice par excellence. Vous voyez, bon. Donc, c'est des choses qu'on doit méditer. Voilà, donc quelques œuvres de Rogan Brown qui montrent cette sorte de fascination. Hein, vous voyez, en plus, c'est de la découpe, donc bon, certes faite au laser, mais il n'empêche quand même, tout ça prend un certain temps, bien évidemment. Alors, certains artistes, bon, par exemple, Suki Best, bon, là, je passe assez rapidement, tellement fasciné par la beauté de la nature et le manque que le rapport problématique que nous avons avec elle, la destruction environnementale, donc le manque que tout ça fait advenir, eh bien, elle va par exemple créer des espèces qui ont disparu dans certaines zones. Par exemple, si vous voyez ces papillons, ce sont des faux papillons. Donc voilà, elle recrée ces animaux et elle va les placer dans la nature. Sans signer, il n'y a pas de signature. En fait, voilà, elle place, elle s'en va, c'est comme ça. Et donc, au fond, si vous vous retrouvez en face d'une de ces créations, pensez simplement que c'est un animal, par exemple un papillon mort, comme ça, ou qui est là, ou un papillon qui est posé là. Il s'agit en fait tout simplement d'un travail de redécoration d'une nature où les éléments vivants, finalement, ont disparu. Vous voyez, hein, c'est comme ça. L'artiste repeuple la nature. Voilà, c'est comme si vous créiez des dinosaures, hein, comme ça, vous mettez des dinosaures partout. Voilà, hein. Bon, je voyais aujourd'hui, je regardais
dans le New York Times, il y avait une série d'artistes de l'environnement. Il y en a un donc, qui a fait un arbre de l'extinction, par exemple, le Extinction Tree. Bon, bah oui, l'extinction, c'est important. Voilà. Et donc, sur cet arbre, vous avez différentes espèces qui ont disparu. Et vous avez, par exemple, le dodo, vous avez le fameux drone de l'île Maurice, hein, par exemple. Bon, voilà, vous avez différentes espèces disparues. Donc, les artistes font revivre, d'une certaine manière, c'est ce qui a disparu. Comment? Oui, sculpture. Sculpture, pardon, sculpture. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, tout a disparu, c'est pas grave, hein, on va y arriver. Alors, justement, on avait parlé déjà, donc la dernière fois et la fois précédente, j'essaie d'agrandir, voilà. On avait parlé des symptômes pré-traumatiques qui étaient liés à la culture de l'Anthropocène. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sans employer des grands mots? Moi, je ne suis pas psychologue, hein, je suis très prudent, je ne fais qu'évoquer ce que je lis. Bon, ça peut sans doute être contesté. Mais qu'est-ce que c'est qu'un symptôme pré-traumatique? Hein, c'est ce qu'on avait vu à partir de la culture dite de la solastalgie. C'est en fait une inquiétude pour quelque chose qui est dramatique, problématique, mais qui n'a pas encore eu lieu, mais dont on est sûr que ça va avoir lieu. Vous voyez, bon, c'est très précisément l'anticipation mentale que nous formons des désastres à venir en matière écologique. Hein, c'est comme ça. Alors, certains artistes s'emparent de ça, et je prendrai l'exemple de cet artiste finlandais qui s'appelle Ruri, donc sans prénom, R-U-R-I. Donc Ruri, ici, arpente son pays qui est l'Islande, et elle l'arpente en toute connaissance de cause d'une catastrophe qui est annoncée, qui est programmée, qui est la disparition prochaine des cascades islandaises. Pourquoi? Du fait du réchauffement climatique, hein, du fait du manque, enfin du fait que le bilan hydrologique de l'Islande va se modifier dans le sens de la raréfaction. Donc ces cascades vont disparaître. Vous voyez, bon, que fait-elle? Eh bien, elle les enregistre toutes et elle fait un travail de musée. Ici, ou dans des racks, elle dispose des enregistrements des 52 cascades donc, que compte l'Islande. Et par exemple, quand dans quelques décennies, avec ses petits-enfants, elle ira au musée de Reykjavik, eh bien, elle leur dira, veux-tu écouter ce qu'étaient les cascades de l'Islande du temps où il y en avait encore? Bon. Vous voyez, c'est assez intéressant cette manière de procéder, hein, c'est-à-dire que l'artiste est réellement ici dans une prospective. Donc, mais il anticipe en quelque sorte un désastre et il essaie d'en limiter les effets. On pourrait dire que c'est une archéologie à l'envers. Vous voyez, ordinairement, l'archéologue, c'est celui qui, dans les formes disparues, va rechercher ce qu'était le corps, l'essence des civilisations. Vous voyez, or, ici, c'est l'inverse. C'est dans ce qui existe encore, on va créer ce qui sera disparu. Bon, c'est assez intéressant. Le travail de Ruri est beaucoup plus intéressant, par exemple celui d'un artiste américain, qui est un artiste pérotin, intéressant, un mec qui s'appelle Daniel Arsham. Daniel Arsham est quelqu'un qui expose, par exemple, ça marche très bien, hein, ça marche très bien pour lui, il ne fait pas que ça, bon, il est assez brillant, mais c'est un truc, ça marche très bien. Par exemple, vous voyez l'exposition, vous allez voir des appareils photo d'aujourd'hui, des iPhones, mais complètement bouffés, voilà. Il expose en fait ce qui est aujourd'hui, comme si c'était trouvé dans 1000 ans ou dans 2000 ans par des archéologues, vous voyez, et aujourd'hui, vous regardez ce que seront, en quelque sorte, les ruines de notre présent dans le futur. Hein, vous voyez ça? Bon. Or, ce que fait Ruri, c'est beaucoup plus subtil, elle construit littéralement les ruines du futur. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Hein, le futur va se ruiner et il est déjà, d'une certaine manière, esthétisé. Bon, c'est assez terrifiant tout ça. C'est pas forcément drôle. Bon. Alors... beaucoup d'artistes regrettent cette beauté de la nature, cette destruction. Ils essaient de manifester quelque chose contre ça. C'est le cas de, par exemple, Kve Samnang, qui est un performeur du Cambodge, par exemple, qui va, dans cette action de 2014, Rubberman, donc l'homme caoutchouc, donc, qui va décider de lutter contre la monoculture de l'EVA. L'arbre à caoutchouc donc dans son propre pays, dont les effets sont désastreux en termes de biodiversité, évidemment, mais pas seulement, en termes aussi de destruction des cultures autochtones. On a parlé des autochtones déjà, vous vous rappelez, et notamment de tout ce qu'il y a d'animiste dans la culture forestière donc cambodgienne, puisque les gens ne se retrouvent plus, bien sûr, dans ces nouvelles forêts, qui sont des forêts industrielles, hein, où les arbres sont plantés au garde-à-vous, hein, comme une sorte d'armée, comme ça. Donc voilà. Alors, il parcourt donc... le Cambodge, son pays,
donc en se recouvrant comme ça de latex, en devenant au fond une espèce de figure réduite à l'état d'un homme caoutchouc dans une civilisation agraire où finalement tout a été vendu en quelque sorte à ce qu'on appelle l'agriculture dite spéculative, celle qui y rapporte évidemment beaucoup. Alors c'est une œuvre, vous voyez, qui se décline de plusieurs façons, une performance, des films, des photographies, hein, donc toute une possible esthétisation. Alors, bien sûr, il y a une déploration dans tout ça, il y a un regret qui est assumé par certains artistes, comme Gustav Metzger, qui était le père qui est mort il y a peu de temps, un grand artiste anglais de ce qu'on appelait le destructive art. Au départ, Metzger est un artiste qui, dans les années 60 en Angleterre, met en avant des formes d'art de destruction, y compris dans l'espace public. Il détruit du mobilier urbain, etc., au prétexte qu'il y a déjà trop de choses. Il y a déjà trop de choses dans le monde et le rôle d'un artiste, c'est pas d'ajouter des choses au monde, c'est plutôt d'en retrancher. Vous voyez, il vaut mieux en enlever. Il y a trop de choses. Vous savez qu'il y a trop de choses partout. Hein, bon, je dirais pas qu'il y a trop d'êtres humains, je ne suis pas malthusien, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Ou alors, je disparais le premier, hein, par politesse, hein, d'une certaine façon. Mais bon, il est vrai qu'on crève sous les choses. Vous savez qu'une des grandes critiques qui est faite par, on pourrait dire, la société des écologues au monde néolibéral, ou en tout cas au monde capitaliste, c'est cette espèce d'abandon de nos consciences à l'hyperconsommation, à l'invasion par les objets, à la totale dépendance, donc on pourrait dire à la mercantilisation de tout. Hein, bon, et tout ça doit être repris en main, évidemment, et contesté. Alors, ce que fait Metzger, il dit voilà, la nature c'est beau, la nature dans la ville c'est beau, mais ça ne dure pas longtemps. Une plante le matin dans une vitrine, donc sur une galerie d'automobile, le pot d'échappement sort dans cette vitrine, en quelque sorte, et le soir, la plante a crevé. Bien évidemment, vous avez un mécanisme logique ici qui est transporté. L'artiste transporte, en quelque sorte, ce constat, comme ça, en temps réel, comme une sorte de performance ici mécanique. Alors, la beauté, évidemment, la fascination pour la nature, elle peut prendre énormément de formes. Je ne vais pas parler de toutes les formes, bon, parce qu'il faudrait des heures et des heures, il nous faudrait une dizaine de conférences, enfin, peut-être pas 10, mais un grand nombre quand même. Il y a beaucoup d'artistes maintenant au travail, mais vous voyez par exemple une artiste canadienne qui est Nicole Dextras, qui habite à Vancouver, va créer ce système des robes végétales, hein, par exemple. Donc depuis une quinzaine d'années, elle produit des robes végétales avec l'idée qu'on peut, au lieu de travailler les fibres, hein, c'est ce que l'humanité a fait très tôt, travailler les fibres naturelles, les modifier, on peut simplement peut-être les porter telles quelles, on peut porter ce que la nature nous offre, en vivant au plus près d'elle. On a envie presque dire d'épouser la nature avec son propre corps, hein, comme une seconde peau, d'une certaine façon, mais en enregistrant tout ce que la nature a de fragile aussi, d'éphémère, mais aussi de puissant à travers le renouvellement. Hein, vous savez que les corps croissent, les corps meurent, les corps pourrissent, se transforment, hein, renaissent, hein, sous d'autres formes. Donc voilà, c'est un travail tout à fait intéressant que celui-là, donc est fait avec très très grande science évidemment de l'art floral, hein, parce que Nicole Dextras, c'est quelqu'un qui connaît, évidemment, elle a une connaissance des fleurs qu'on ne peut même pas imaginer, donc c'est véritable spécialiste ici. Voilà, donc vous pouvez aller sur son site, vous pouvez même lui commander des robes si vous voulez. Voilà, donc ceci étant fait, évidemment, autant que faire se peut, dans le respect donc des végétaux, etc., etc. Il y a bien sûr tout un travail évidemment de douceur, hein, de kindness, comme on dit, de gentillesse. Hein, ça, c'est aussi un des éléments de la culture de l'Anthropocène, c'est-à-dire mettre en avant contre la violence moderniste héroïque, hein, et virile, une sorte, on pourrait dire, de disposition à plus de douceur. Hein, on a parlé de l'importance du bien, de la culture du bien dans la culture de l'Anthropocène. Hein, voilà. En fait, le problème, c'est qu'on est trop loin de notre nature, comme nous le montre ici Vogel-Bell, et donc, eh bien, dans nos villes où on pourrait dire l'anthropisation éloigne ou conditionne complètement toute présence naturelle, eh bien, il faut peut-être accepter d'aller y voir de plus près, d'où ces installations où vous êtes conviés à mettre la tête dans des petits vivariums, hein, grâce auxquels vous êtes mis au contact de la nature.
Alors, bien évidemment, vous voyez, quand on dit la culture de l'Anthropocène n'est pas drôle, ben oui, elle a, on pourrait dire, un certain quotient de déploration. Il y a un quotient de déploration. On est navré parfois de ce qui se passe. On ne le veut pas. C'est pas qu'on le veuille, même si on sait qu'on y participe, que de certaines manières, on n'en fait jamais assez pour abaisser son bilan carbone. Mais bon. Alors, je vais vous montrer un travail très en vogue de ce photographe sud-africain qui s'appelle Gideon Mendel. Par exemple, Gideon Mendel a commencé il y a, je sais pas, une quinzaine, 2006-2007 en Angleterre. Donc oui, ça fait déjà pas mal de temps, vous voyez, près d'une quinzaine d'années, à enregistrer les phénomènes de submersion. Et il le fait selon cette pratique assez simple. Lui-même, ici, s'est représenté, bon, vous le voyez avec son Rolleiflex, là, son 6.6 à 2 objectifs. Voilà, avec le format carré, 6 cm par 6, argentique. Voilà, et donc, ce ne sont pas des mises en scène, ce sont réellement des gens qui sont photographiés consécutivement à des dérèglements climatiques qui se traduisent par des effets de submersion. Voilà, donc, hélas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de par le monde. Il y en a dans tous les États, que ce soit le continent africain, que ce soit le continent indien, voilà, que ce soit les États-Unis d'Amérique, le continent nord-américain aussi, on n'est pas à l'abri évidemment des problèmes. Donc, il photographie souvent les propriétaires des lieux et finalement ce qui en est devenu à ces lieux, et même parfois les lieux eux-mêmes. Bon, par exemple, ça c'est photographie d'une maison en Angleterre en 2007 déjà. Donc, vous voyez, consécutivement une submersion. Alors, c'est des images qui laissent à penser, je crois, incontestablement. Vous voyez la très haute définition, le travail photographique très rigoureux à l'ancienne, travail presque comme on travaillait autrefois avec une chambre, ou comme on travaille avec une chambre quand on veut une très 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 haute définition, par exemple, donc, mais pour dire des choses qui sont dramatiques, avec un nouveau type de portrait, qui serait le portrait de l'humain à l'ère de l'Anthropocène, bien évidemment, c'est-à-dire encombré dans des désastres environnementaux imprévisibles ou prévisibles, mais hélas non endigables, comme c'est le cas ici. Alors, il faut dire, je voulais absolument vous montrer cette campagne très ancienne de publicité de Diesel. Diesel, vous connaissez la marque, évidemment, de vêtements, Diesel. En 2007 déjà, avec le photographe Thierry Richardson, un très grand photographe de mode, qui ne travaille plus d'ailleurs pour Diesel, parce qu'il y a quelque temps, il a eu quelques problèmes avec MeToo. Voilà, parce qu'il aimait peut-être un peu trop les modèles. Vous voyez, bon, voilà, ces modèles, souvent mineurs. Bon, donc, alors du coup, Diesel a fait savoir il y a quelque temps, nous ne travaillons plus avec monsieur Thierry Richardson. Voilà, donc c'est comme ça. Bien, mais Richardson avait conçu cette série avec un studio parisien de photos qui s'appelait Global Warming, le réchauffement climatique. Et donc, toute une série de photos publicitaires. Ici, vous avez Manhattan. Voilà, là, vous avez la muraille de Chine, par exemple. Donc, voilà, alors complètement ensablée. Alors, Manhattan submergé par les eaux, la muraille de Chine, voilà, ensablée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Là, vous avez Rio de Janeiro. Toute la ville de Rio a disparu. Il ne reste plus que le Christ, donc bien connu. Voilà, Venise, par exemple, est devenue une ville tropicale, comme ça. Bon, alors. Cette campagne, d'une certaine manière, est intéressante. Elle prouve que la prise de conscience est ancienne, mais qu'au fond, le monde de la publicité, dont la visée est bien sûr d'accroître la consommation des biens que l'on met en scène et que l'on met en avant, est déjà, ce monde-là est déjà prêt. Depuis longtemps, il est prêt à utiliser en quelque sorte tous les problèmes liés à la crise environnementale. Alors c'est très intéressant parce que ce n'était pas encore ce qu'on appelle le greenwashing. Vous savez ce que c'est que le greenwashing, évidemment. Qu'est-ce que c'est que le greenwashing? C'est de dire, ah mais tout ce qu'on fait, c'est vert, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pur écologiquement, etc. Alors même qu'en général, c'est totalement faux, mais c'est comme ça. Là, il y a une sorte de mépris, en quelque sorte, de la crise environnementale, et c'est pour ça que cette campagne a été très fortement critiquée et elle a été assez rapidement retirée. Vous voyez, voilà, les gens ont dit, bon, faut peut-être pas exagérer quand même, quoi. Vous voyez, c'est comme ça, il faudrait peut-être pas pousser trop loin. Alors, greenwashing, ça impose aussi ce qu'on appelle le greenwatching, la surveillance verte. Et il y a un artiste ici qui est très intéressant, c'est Stéphane Baron, que vous connaissez peut-être, qui est un artiste de Montpellier,
Hein, il a fait toute une série avec le greenwashing, hein, où il s'amuse souvent à repeindre en vert des lieux comme ça, notamment en extérieur, qui sont des lieux de très haute pollution. Hein, voilà, donc il peint ça en vert, mais évidemment, personne ne peut se faire d'illusions. Alors, il y a une donnée qui est importante, vous savez, dans la culture plasticienne de l'Anthropocène, même parfois de manière inconsciente. Bon, c'est ce qui consiste à dire, au fond, nous utilisons mal le monde. Il y a quelque chose qui va pas bien. Bon. Et vous voyez, je voudrais vous montrer des photos qui datent des années 90 essentiellement, qu'on connu donc il y a 25 ans, 20 ans, qu'on connu un très grand succès et qui n'étaient pas vues à l'époque pour ce qu'elles étaient. Par exemple, ce grand photographe italien s'appelle Massimo Vitali. Bon, Massimo Vitali se fait connaître, à juste titre d'ailleurs, dans les années 90 par de très grands formats, très, très impressionnants, très haute qualité, hein, on ne s'en rend pas compte ici, très haute définition, toujours qui montre un monde suroccupé. Notre monde est suroccupé. Vous voyez, il y a du monde partout. Les plages, vous voyez par exemple, voilà, cette espèce de suroccupation du monde, hein, comme ici donc à Coney Island par exemple. Bon. Alors c'est une donnée très forte. Et quand aujourd'hui on voit ces photos, on les analyse plus du tout comme on les analysait dans les années 90. Et je ne sais pas comment travailler l'inconscient de Massimo Vitali quand il prenait ces photos. Parce qu'au fond, je me souviens, moi-même, j'ai écrit sur cet artiste dans les années 90 en tant que critique d'art ou historien de l'art. Et on n'analysait pas ça du tout au nom de la crise environnementale. On disait, voilà, les usages, on pourrait dire le grégarisme de l'humain, le troupeau humain, etc. Vous voyez, on analysait ça d'un point de vue social pour dire il y a une sorte de dépendance des individus à une vie collective normalisée, totalement normalisée. Alors qu'aujourd'hui, on dit, mais waouh, c'est l'encombrement total, le monde étouffe, vous voyez. Bon. Alors, c'est la même chose avec un artiste, un très grand photographe italien, il s'appelle Walter Niedermeyer. C'est exactement le même problème. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'il faisait, bon là, la série Aspen, qui est faite aux États-Unis, donc dans les montagnes rocheuses, date du début des années 2000, donc une quinzaine d'années, je crois, et il faisait ça avant, et qu'on voit comment c'est médité aujourd'hui, on voit que finalement, la culture de l'Anthropocène nous fait regarder les choses d'une manière différente. Voilà, c'est-à-dire on voit cette espèce d'encombrement, d'absurdité même du rapport donc ici à la montagne, par exemple. Bon, vous le savez très bien, vous êtes à Lyon. La plupart d'entre vous ici sont des habitués, évidemment, de la neige, des sports de glisse d'hiver, etc. Bon, la plupart d'entre vous ont l'habitude de faire la queue au remont de pente, etc. Bon, la plupart d'entre vous constatent d'ailleurs en ce moment qu'il n'y a quasiment plus de neige. Il y a moins de neige, il n'y a pas de neige du tout en dessous de 2000 mètres. Hein, je l'ai vérifié la semaine dernière, hein, donc absolument rien, hein, zéro, hein, donc c'est comme ça, et ça va poser de grands problèmes. Mais bon, on voit aujourd'hui autrement ce genre d'image, vous voyez, on lui donne une autre signification. En fond, vous vous rappelez, on avait parlé d'une sorte de désolation marquée par une nostalgie du monde que nous avions perdu. Ben, c'est ce que montre par exemple une artiste comme Minerva Cuevas, une artiste mexicaine, donc, qui d'ailleurs longtemps a plutôt travaillé sur le terrain politique. Hein, elle avait fait une sorte de structure associative qui s'appelait Arte Vida pour venir en aide aux étudiants, aux gens pauvres, par exemple. Elle faisait de fausses cartes d'étudiants, par exemple, hein, vous voyez, pour que les gens puissent aller au Crous, au Mexique, par exemple. Et puis maintenant, bon, elle est plus marquée par ce qui touche, ce qui frappe bien évidemment le Mexique, hein, c'est-à-dire la pollution au pétrole. Hein. Vous savez que le Mexique doit 85%, je crois même plus, 90% de son économie à son pétrole, bien évidemment. Et le reste essentiellement au narcotrafic. Un peu quand même pour l'industrie des maquiladoras américaines, nord-américaines. Alors, vous voyez, par exemple, elle va faire ce travail soit de récupération d'objets trouvés tels quels, voilà, donc pollués, donc dans le golfe du Mexique, à exposer, soit, ça c'est beaucoup plus fort, en exploitant ces images de l'Éden américain, toutes ces peintures qui étaient peintes, qui étaient vendues sur les marchés depuis le XVIe siècle, où les gens achetaient une image de l'Éden, c'est-à-dire le paradis qui était l'Amérique qu'on venait de découvrir, eh bien, elle prend ces tableaux-là, les trempe dans du pétrole, vous voyez, comme ça, elle expose ça, voilà, donc comme une sorte de constat, bien évidemment, de salissure du monde. Alors, la salissure, vous avez un artiste très célèbre, c'est A. Schut, qui est un artiste de Munich. Donc, il a créé, donc je vais assez vite,
ce qu'il appelle le trash people, le peuple des déchets, le peuple des déchets. Donc il s'agit en fait de sculptures anthropomorphes. C'est assez élémentaire, hein, c'est pas un art qui a un grand succès auprès des intellectuels, hein, je tiens à vous le dire. Hein, oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est exactement l'inverse. Il est totalement méprisé. Personne ne le connaît, alors que c'est un véritable militant, un artiste. Il a commencé dès les années 70, il est allé en prison pour des actes artistiques écologiques. Par exemple, il avait bouché une des rues de Munich, qui est sa ville, München, donc en Bavière, en Allemagne, avec des déchets récupérés. Oui, donc du coup, il a eu des ennuis avec la police. Il a fait la même chose en Espagne. Par exemple, un jour, en Espagne, il est allé sur une plage, zone touristique, il a récupéré un très grand nombre de saloperies trouvées et il a mis ça, il a barré l'entrée de son hôtel avec ça. Vous voyez, bon, donc c'était des gestes déjà très, très puissants, ce qu'on appelle le cleaning. Hein, on fait ça, on va nettoyer, vous voyez, on va ramasser. Bon, il y a récemment un artiste tunisien qui fait une performance. Il est parti de la frontière libyenne et il est remonté jusqu'à la frontière algérienne. Hein, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait un sac et une pince à ramasser, et sur je ne sais combien de centaines de kilomètres, il a ramassé des saloperies. Voilà la performance, il a ramassé des saloperies. Ben, quand les sacs étaient pleins, il les mettait dans les poubelles et puis il continuait. Et croyez-moi, il y a de quoi faire, hein, je vais autant vous dire. Et encore, on ne peut pas tout ramasser. Vous ne pouvez pas ramasser les microplastiques. Évidemment, ça ne se ramasse pas, c'est tellement petit que, bon, vous savez que les microplastiques, même les stations d'épuration n'arrivent même pas à les ramasser. Hein, c'est comme ça. Bon. Nous en produisons tous, même quand on roule avec une belle voiture électrique, dont l'électricité est formée par de belles éoliennes, hein, dont on pourrait dire le schéma de fabrication n'induit en aucune manière quelque pollution que ce soit, si tant est que ce soit possible et envisageable, eh bien rien que l'usure des pneus produit des extraordinairement fines microbilles de caoutchouc qui passent à travers tous les filtres. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, ou alors il faut rouler sur les jantes. Bon, vous voyez, hein, mais ça va faire du bruit. Hein. Bon, comme ça, vous pouvez essayer. Le trash people. Voilà, donc il installe ça avec évidemment un luxe de précaution concernant le bilan carbone dans tous les lieux qui sont des lieux de très haute pollution. Bon, évidemment, les lieux touristiques, vous imaginez, hein, tout est détruit par la surfréquentation touristique. Bien sûr, les lieux, la montagne, hein, vous en savez quelque chose ici, la montagne est devenue un véritable cirque, hein, pour les distractions humaines, et même la montagne qui échappe au cirque. Vous savez qu'aujourd'hui, on a retrouvé des pesticides dans les glaciers alpins, hein, par exemple. Bon, à moins, on n'est pas vu que les yétis faisaient de l'agriculture dans les glaciers, mais enfin, bon, il y a quand même des pesticides. On a trouvé ça en Autriche, on a trouvé récemment. Hein, donc voilà. Bien. Alors, ça amène à une dimension de l'art intéressante, qui est une dimension soit pédagogique, soit démonstrative, toujours contextuelle. Et j'en viens maintenant aux formes contextuelles, vraiment, c'est-à-dire les artistes qui font des œuvres, qui vont donner une sorte d'éclairage, hein, d'une certaine façon, sur ce qui se passe. Alors, Eve Mosher, par exemple, depuis une dizaine d'années, s'intéresse au phénomène de submersion, les floods. Et par exemple, elle va faire la fameuse High Water Line, donc, qui est une performance dans les rues de Manhattan, donc, où elle trace avec ce petit engin donc, que vous trouvez sur les routes, hein, voilà, donc pour faire les lignes qui délimitent les aires de circulation routière. Et donc, elle va donc, à travers Manhattan, faire ce trait. Donc, c'est un acte de peinture, hein, si vous voulez, c'est une performance dans l'espace public, c'est un travail de peinture, mais c'est plus que ça, puisqu'il s'agit de la délimitation des eaux en 2050, à Manhattan, en 2050, les eaux atteindront donc les zones qu'elles délimitent. Voilà, hein, c'est comme ça. Alors, sans le savoir, deux artistes allemands, Dobitsch et Koltje, ont fait ça à Copenhague. Vous voyez, sans se passer le mot, hein, la même chose. La ville de Copenhague, elle aussi, connaîtra le même problème, sauf à être complètement entourée de digues, hein, bien évidemment. Bon, c'est ce qui est problématique. Alors, comme David Buckland, vous avez des gens qui déplorent eh bien, la grande vente finalement du monde blanc, la tristesse qu'ils font, la froide librairie de la glace en train de disparaître, donc des sortes des projections comme ça sur la banquise, hein, bien évidemment, ou comme Brandon Balanger, qui est un artiste new-yorkais, donc, qui font de magnifiques sculptures, qui sont des sculptures à la fois très plastiques, hein, on pourrait penser à l'art minimal, mais un peu plus, mais qui sont aussi des formes, ici, pédagogiques, puisque en haut de cette pyramide,
de bocaux, eh bien, vous avez des éléments qui évoquent l'homme, l'humanité, et dans tous les bocaux, des espèces en voie de disparition du fait de la destruction humaine des écosystèmes. Alors le même Brandon Belanger, par exemple, a fait tout un travail de photographie plasticienne, donc voilà, qui s'appelle Collapse, donc, qui date de quelques années, donc le pleur des formes silencieuses. Hein, il s'agit en fait de photographies présentées à très grande dimension, donc photographie plasticienne, le devenir tableau, le devenir peinture de la photo. Mais en fait, ce sont des photographies de batraciens, donc qu'il a prises en Californie, donc dans des zones côtières, donc, dont le corps, l'organisme a été génétiquement modifié par la pollution. Vous avez ça, c'est des images assez fascinant, bien évidemment, et c'est tout à fait effrayant, vous pouvez l'imaginer. Alors, cette question de la transformation, je fais juste un petit aparté avant de reprendre. Il y a quelque chose qui travaille aussi le monde des artistes à l'ère de l'Anthropocène, c'est la question du devenir animal, c'est-à-dire essayer de se rapprocher, comme Linda Molenaar, par exemple ici des vaches, en adoptant par mimétisme l'apparence des vaches, ou même, comme elle le fait, en adoptant la forme des arbres, hein, se recouvrir d'écorce, et puis une œuvre qui s'appelle slow down, donc ralentir, essayer de se mettre au rythme de l'arbre, dont vous savez que l'arbre ressent, il a un système nerveux, avec, alors je ne sais pas comment les spécialistes arrivent à calculer ça, mais bon, de fait, ils y arrivent, paraît-il, des réactions 17 000 fois plus lentes que les nôtres. Voilà, donc le fait de se mettre en une sorte de correspondance avec l'arbre oblige en quelque sorte à ralentir notre influx nerveux, ou en tout cas à essayer de le faire. Alors, ça m'amène à vous parler de cette composante, mais je passe très rapidement, qu'on appelle le bio-art, l'art bio, qui est souvent, comme avec des groupements comme Symbiotica ou des artistes comme Art Orienté, excusez-moi, Art Orienté Objet, ici, donc c'est souvent un art qui peut poser problème parce qu'il est certes fasciné souvent par le devenir animal, comme on le voit ici avec Art Orienté Objet, mais il est aussi fasciné par donc souvent l'OGM ou la transformation de l'humain en animal, en posant le principe que c'est possible, vous voyez. Et là, il y a tout un débat, il y a un immense débat là-dessus. Bon, il y a des gens qui disent qu'au fond, il y a une sorte de corrélation possible entre l'animal et l'humain. Et puis après, vous avez des éthologues très calés. Bon, je pense à Dominique Lestel, par exemple. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre remarquable, ça s'appelle La culture animale, par exemple, bon, qui montre qu'en fait, la culture animale, c'est d'abord une culture humaine. C'est même uniquement une culture humaine. En montrant, avec un luxe d'exemples d'un très très haut niveau de scientificité, que finalement, l'animal n'a strictement rien à faire de l'humain. À part peut-être l'animal domestiqué, et qu'il vit dans des aires qui sont des aires totalement distinguées. Vous voyez. Bon, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que vous avez des artistes. Ici, vous avez un artiste français qui s'appelle Boris Norman, par exemple. Alors, je vous invite à aller sur son site. On pourrait en parler longtemps. Ce n'est pas une critique du tout, pas du tout. Hein. Mais Boris Norman est un artiste qui va, avec différentes personnes, dans le cadre de rencontres, essayer de familiariser l'humain, les humains que nous sommes, avec la vie animale. Par exemple, il va vous faire une lecture où il vous décrit toutes les sensations d'une araignée, par exemple, vous voyez. Et donc, vous, avec ou bien des masques ou pas, voilà, vous écoutez, vous essayez de vous absorber dans ce sentiment d'être une araignée aussi, vous voyez. Bon, donc ce sont des expériences intéressantes. Alors, elles n'existaient pas il y a 20 ans, hein, donc c'est très révélateur. Bon, on pourrait dire elles font florès aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et elle montre en quelque sorte cette espèce de fascination pour l'animal sur fond de ce qu'on avait évoqué déjà, l'ensauvagement. Vous vous rappelez, le désir de l'ensauvagement, de retrouver une dimension sauvage dans les corps hautement civilisés et acculturés que nous sommes. Voilà, donc tout ce travail sur l'art vivant comme expérimentation, vous voyez le groupe Symbiotica, par exemple, ce fantasme des corps OGM d'une nature complètement retravaillée, dont un des grands représentants est cet artiste brésilien qui s'appelle Eduardo Cac, je ne sais pas si KAC, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui produit des plantes
donc des plantes OGM, donc tout à fait insolites évidemment, hein, comme on peut le faire. Donc toute cette question du corps naturel génétiquement modifié doit être posée, même si au fond, on pourrait dire, elle est à la lisière de deux mondes, c'est-à-dire le souci extrême pour la nature, donc, et également, on pourrait dire, le jeu avec le feu, hein, sachant que transformer la nature, c'est toujours au fond prendre des risques, hein, c'est la raison pour laquelle il y a une réglementation, notamment contre les OGM, dans certains États. Alors c'est un problème qu'il faut avoir en tête, même si nous aimons tous cette création d'Édouard de Cac, ce fameux lapin phosphorescent. Hein, nous l'aimons beaucoup parce que nous voudrions tous l'avoir dans nos chambres comme veilleuse. Non seulement la nuit il nous donne de la lumière, mais en plus c'est un vrai lapin. Oui, bon, voilà, vous imaginez offrir ça à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, quelqu'un me disait récemment que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Il prétendait l'avoir fait, mais qu'il ne l'avait pas fait. Enfin bon, bref, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Alors, je finirai la conférence à l'heure je reviendrai à l'OGM avec le cas d'un artiste américain, mais voilà. Dans le cas rapidement de l'art contextuel écologique, vous avez des artistes comme Amy Belkin qui vont profiter des réseaux sociaux, par exemple, et qui vont acheter des droits à polluer. Cette œuvre s'appelle Public Smog, par exemple. Et au lieu d'utiliser ces droits à polluer que les pays pollueurs peuvent acheter aux pays non pollueurs pour s'en servir, eh bien, on décide de ne pas les utiliser. Hein, voilà. Bon, alors ça vous donne ce que vous avez ici dans le paysage hautement pollué de Los Angeles, qui est la ville la plus polluée des États-Unis, comme vous le savez sans doute. Eh bien, un petit coin d'air pur, du moins, un droit à polluer qui n'a pas été donc utilisé. Alors, comment l'artiste procède? Avec les réseaux sociaux, en lançant des campagnes de financement pour acheter. Donc, avec vous pouvez donc vous connecter sur Public Smog. Hein, donc, c'est typiquement une œuvre contextuelle que celle-ci. Alors, évidemment, sur un modèle un peu plus amusant, quelqu'un comme Taftutan donc, va, lui, essayer de parer au plus pressé, hein, voilà, et créer ce qu'il appelle les mobile gardens, les jardins mobiles. Voilà, voilà, vous pouvez l'appeler. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de minéralisation dans le quartier où vous êtes, vous l'appelez. Et puis voilà, il va vous amener un peu de verdure, hein, ouais, dans ce monde qui en manque tant. Alors, pour arriver aux expériences contextuelles, on va dire les plus intenses et plus radicales, on pourrait prendre l'exemple de ces deux artistes incontournables dans le monde de l'art à l'ère de l'Anthropocène. Ils sont Lucy et Giorgio Horta. Une opération qui a déjà 14 ans, 2006, à Venise, pavillon Bevilacqua, sur la place Saint-Marco. Bevilacqua, ça veut dire boileau. Ils créent cette opération dite Drink Water, et donc ils y développent ce qui est leur signature, c'est-à-dire créer un art absolument en lien avec tous les problèmes de la société, que ce soit l'identité, que ce soit la migration, que ce soit le don d'organes, que ce soit le problème de l'eau. Par exemple, grand problème environnemental, évidemment, sachant que l'eau vient à manquer pour la plupart des gens et que vous savez que bientôt l'eau sera plus chère que le pétrole, hein, bien évidemment, dans certaines régions du monde, eh bien, ils créent ce qui est leur signature, c'est-à-dire le design d'urgence, avec des œuvres qui sont à la fois des sculptures et des œuvres utilisables, useful, l'art utile, encore une fois. Alors, l'exemple le plus connu, il l'avait monté à Venise, c'est un système de filtration d'eau, conçu avec des moyens extraordinairement rudimentaires. Tout le monde peut le construire. Et c'est très efficace, puisque en sortie de cette unité de filtration, vous pouviez boire l'eau de la lagune de Venise. Il faut oser, hein, j'aime autant vous dire, il faut en avoir envie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la sculpture. Ça s'expose, c'est une beauté plastique, en quelque sorte. Hein. Voilà. C'est aussi du design, donc les arts plastiques, les arts appliqués. Mais c'est aussi utilisable, et en plus, ça l'est selon un modèle d'open source, puisque les plans sont donnés gratuitement à qui veut s'en emparer, et les artistes ne demandent pas de droit pour, évidemment, la possibilité que certaines personnes peuvent trouver de créer, ou peuvent avoir, de créer ces objets très particuliers. Voilà, donc vous voyez, c'est drôle. Alors, ce sont des œuvres assez curieuses, quand même, vous voyez, hein, certaines œuvres de l'âge de l'Anthropocène
sont quand même assez curieuses. Bon, voilà, c'est vrai que si vous regardez un tableau de Cézanne, c'est pas tout à fait pareil, mais, non, mais j'insiste quand même sur le fait qu'il y a 100 ans de différence. Les montagnes Sainte-Victoire, les dernières de Cézanne, c'est autour de 1905, et ça, c'est 2005. Vous voyez, en 100 ans, vous voyez comment, finalement, le champ de l'intérêt de l'artiste pour le monde s'est complètement modifié. On est vraiment passé d'un art scopique où on regarde le monde pour l'enfermer dans une image, bon, à un art absolument contextuel, useful, en rapport avec les grands problèmes de société et avec une visée d'harmonie, bien sûr. Alors, le recyclage, bien sûr, Dan Peterman, on peut faire de l'art avec tout, avec le réemploi, on peut créer de l'art donc comme utile, comme là, vous faites une intervention dans l'espace public, une sculpture plus ou moins végétale dans l'espace public, et aussi un shelter, un abri à compost, où vous pouvez loger des sans-abri, vous pouvez utiliser des canettes, vous voyez comme ça, d'aluminium pour faire des abris, dont vous faites des pièces de musée ou des pièces urbaine, hein, vous pouvez utiliser les deux. Vous voyez, même au moment où les gens coupent le bois, voilà, vous pouvez intervenir et dire attendez, on va faire momentanément, donc d'un point de vue éphémère, on va faire quelques sièges comme ça pour les personnes. Et puis, une œuvre donc en cours de réalisation, le Solar Igloo d'un collectif Couturier Lafargue, qui sont 2 Québécois. Donc voilà, il s'agit d'un petit édicule urbain donc recouvert vous avez ici cette petite représentation de la molécule de la glace. Et en fait, il s'agit de faire avec cette forme évidemment générique qui est celle de l'igloo, qui évoque le froid, mais qui évoque aussi une forme de vie autochtone, très proche de la nature. Il s'agit de faire du frais avec du chaud. Du fait du réchauffement climatique, les gens vont avoir de plus en plus chaud en ville, donc les artistes ici donc, mettent au point un igloo solaire, donc équipé de capteurs solaires, donc de systèmes de réfrigération qui permettent aux gens de s'abriter de la chaleur et d'avoir frais avec évidemment une consommation, un bilan carbone zéro, ou un neutre évidemment, puisqu'il n'y a aucune production ici d'énergie. Voilà, donc le Solar Igloo. Alors c'est un travail fait par des artistes plasticiens, il y a un travail plasticien, mais il est doublé de tout un travail de recherche fait avec l'Université de Montréal, avec l'École polytechnique de Montréal, hein, où vous avez des chercheurs qui cherchent à établir la viabilité donc, opérationnelle de ce type de proposition. Et la feuille vient de tomber, la feuille d'analyse est tombée il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de la voir, le projet est viable, donc il pourra être dupliqué dans l'espace public. Il suffit de trouver le financement et c'est comme ça. Alors, j'insiste sur ce point très important, les projets art-sciences aussi sont très importants, de plus en plus nombreux aujourd'hui dans la culture de l'art anthropocénique, si on peut dire. Bon. Un artiste comme Jérémy Gobet, par exemple, que vous avez là, exposé donc, actuellement à la Fondation Bouloukian, donc à Lyon, est un artiste qui s'intéresse au savoir-faire traditionnel, donc aux vieux métiers, au textile aussi, et finalement aux coraux, à la maladie des coraux, hein, tel que vous l'avez là, avec le processus du blanchissement de ces coraux. Lors d'une résidence au Puy-en-Velay, dans le Massif central, et au contact d'une entreprise qui s'appelle, je crois, les broderies Brantôme, donc, où vous avez des femmes ici spécialistes dans ce point qu'on appelle le point d'esprit, donc vous avez là, qui est un point de dentelle très, très sophistiqué. L'artiste fait le rapprochement entre les coraux et donc ce point de dentelle. Et à partir de là, l'idée lui vient d'essayer de concevoir une sorte de résille de protection, donc biodégradable, bien évidemment, qu'on pourrait jeter sur les coraux actuellement en train de mourir en très grande part, du fait du réchauffement notamment des eaux, hein, des coraux qui sont des viviers de biodiversité évidemment intense. Et donc, le projet qui est le sien, projet Art-Science, mené avec le CNRS, avec un grand nombre d'unités de réflexion, de recherche scientifique, c'est la protection des coraux à partir de cette résille ici, donc en point d'esprit. Voilà. Alors, vous voyez le corail à gauche, le point d'esprit à droite, hein, vous voyez la corrélation entre les deux. Alors, c'est intéressant parce que ça renvoie à une forme de travail qui est faite par des artistes. Vous connaissez peut-être Nicolas Floch, je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Floch, qui est un artiste qui immerge énormément de formes sculpturales, mais dans l'eau,
de manière à ce que la vie vienne se coller dessus, les végétaux, les animaux, hein, sous l'eau, donc pour revivifier la flore et la faune sous-marine. Ou encore Jason de Keir Taylor, c'est cet artiste anglais qui est le spécialiste des Underwater Museums. Il en a fait à Majorque, il en a fait à Cancun, etc. Alors, ce que dit de Keir Taylor, il dit, moi, en fait, je suis un artiste assez classique hein, sur le plan des formes. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut que mon art puisse intéresser les gens, les plongeurs, etc. Bon, ils aillent voir comme ça, plonger, voir ce qu'il y a sous l'eau. Mais en fait, mon but est un but environnemental. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de permettre à la faune et la flore de se régénérer dans des lieux où, évidemment, la suroccupation balnéaire a chassé bien souvent l'essentiel de la vie. C'est comme ça, quand vous allez sur les côtes surpeuplées, évidemment, la vie sous-marine et marine n'est plus du tout ce qu'elle est. Alors, on a la même chose chez... Vous voyez, le projet Corail Artefact de Gobet en fait est le même, mais on peut dire qu'il pousse beaucoup plus loin la question du lien entre l'art et la science ici que ne le fait donc Jason Taylor. Alors évidemment c'est un projet sur lequel on a beaucoup communiqué, je pense que vous-même vous en avez entendu parler, enfin je pense c'est tout à fait intéressant hein, de fait, voilà, et c'est un projet viable aussi. La viabilité en a été déclarée par le CNRS au mois de décembre 2018 et donc rien ne s'oppose maintenant à une industrialisation de ces résilles de protection des coraux, donc de la dentelle pour sauver les barrières de corail. Hein, donc quelque chose, évidemment, encore une fois, tout à fait useful. Alors, avant d'arriver et de finir par l'art jardinier, qui sera la fin de ma conférence, que je vois l'heure, eh bien, une œuvre magnifique d'un artiste qui s'appelle Fabrice Langlade. L'œuvre s'appelle Monsieur, en hommage à l'arbre. Un arbre des forêts, de la forêt lorraine, une forêt en train de mourir, comme beaucoup d'autres forêts. Va mourir à cause de quoi? À cause de... Ah, je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà, en train de mourir à cause des pollutions diverses et variées. Donc ici, avec Hervé Maillon, qui est un fabricant d'arbres, l'artiste fait récupérer les quelques essences d'arbres qui constituent la forêt lorraine. Il y en a, je ne me rappelle plus, il y en a une dizaine à peu près d'arbres différents. Et donc, il ramasse des bouts de ces arbres, vous voyez, il les réunit entre eux, avec comme des pansements, hein, si vous voulez, hein, voilà, et il produit un arbre, mais fragile, vous voyez, qui est comme la mémoire de ce que sont les essences de cette forêt lorraine, en étayant cet arbre avec des grands piliers rouges qui évoquent donc l'œuvre Les lances dans la bataille de San Romano de Uccello, hein, ce tableau de la Renaissance. Vous voyez, bon, espèce de travail comme une convalescence. Vous voyez, hein, on voit ça comme quelqu'un, ben voilà, il a le bras cassé, il faut le soutenir, il faut soutenir cette pauvre forêt. Alors, c'est une œuvre qui est magnifique parce que, en fait, l'artiste a fait en sorte qu'elle disparaisse dans la nature elle-même. C'est-à-dire que je pense que maintenant, on ne pourrait même plus la retrouver. Elle a quelques années, hein, c'est une œuvre qui a 6 ou 7 ans maintenant, et je pense qu'elle est complètement envahie, bien évidemment, par la nature qui d'une certaine manière, s'est réappropriée cette création. Alors, je voudrais finir avec Thierry Boutonnier, ici présent, voilà, avec ce travail, donc l'esthétique, on pourrait dire, du jardin, prenait racine, qui a eu lieu, l'expérimentation à Mermoz, hein, il y a 2011, c'est ça ? Voilà, donc voilà le travail. Donc c'est un travail évidemment de jardinage, c'est un travail participatif chez un artiste Thierry Boutonnier ici présent, qui s'intéresse beaucoup à la question de la domestication, notamment. Pourquoi est-ce que l'humain domestique-t-il les espèces animales ou végétales? Pourquoi cette obstination à réguler, si vous voulez, tout ce que la nature produit en lui imposant un ordre? Et pourquoi ne pas revenir à une sorte de souverain désordre apparent qui serait celui de la nature, hein? On voit ici ce désordre apparent se remettre en place, tel que c'est au quartier Mermoz, je crois aussi. Alors, je voudrais finir sur ces questions de l'art jardinier, avant de te donner un petit peu la parole, pour dire que voilà, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ces questions aujourd'hui. Des collectifs comme Free Soil, par exemple, qui font de la pédagogie, notamment pour la permaculture. Alors vous allez dire, mon Dieu, mais c'est très curieux. En incitant les gens à faire de la permaculture, en décidant que c'est un travail artistique.
Vous avez le groupe Artists as Family, par exemple. Bon, vous avez des grandes sessions collectives de jardinage. Hein. Vous voyez, on rentre ici dans une autre échelle que vous connaissez si vous jardinez. Vous savez très bien que le jardinage est un art. Je ne vais pas vous l'apprendre. Bien évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, là, c'est un art fait collectivement. Alors, voilà, je laisserai cette image donc de Lara Al-Marceghi, elle-même, qui à Rotterdam a fait ce qu'avait fait Alan Sunfist avec son Time Landscape. Pendant une quinzaine d'années, cet artiste a demandé à la municipalité de Rotterdam, dans des zones les plus polluées du monde, parce que longtemps c'était le plus grand port du monde, avant que ce soit Hong Kong puis Shanghai qui prennent la place, de laisser tout un périmètre complètement libre de toute exploitation humaine pour voir ce qu'il allait devenir. Voilà. Alors, Thierry, je te présente une œuvre que tu vas voir dans l'exposition Cours en Vert, qui a été présentée gentiment par François, je te remercie. C'est une œuvre d'un chercheur américain de l'université de Syracuse, qui est un spécialiste en botanique, qui s'appelle Sam Van Aken, qui a inventé l'arbre aux 40 fruits, ce qui nous renvoie aux OGM, en partant d'une légende de la Bible, donc, qui parle dans la Genèse du fait que dans le jardin d'Éden, il y a un arbre qui peut porter 40 fruits différents. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une prune, une pomme, un abricot, une figue, une date, des choses très... Et donc, avec sa très grande science des boutures, des greffes, etc., eh bien, cet artiste va recréer cet arbre, il va parvenir à le recréer avec beaucoup de patience, parce que vous savez que c'est de l'expérimentation, vous ne pouvez pas faire ça en 2 jours. Je vais voir demain si ça fonctionne, il faut attendre que ça pousse. Vous êtes bien d'accord, hein, ça prend un certain temps. Alors, c'est en quelque sorte le second versant de l'art OGM, en quelque sorte, mais appliqué cette fois, on pourrait dire, à un travail qui est un travail de réenrichissement de la nature, où l'homme, au fond, qui est sans doute une des formules de la nature les plus abouties sur le plan de la complexité efficace, en termes biologiques, eh bien, va mettre cette complexité efficace que lui a donnée la nature au service de l'accroissement de la nature. Non pas son dérèglement, vous voyez, comme dans l'art OGM qu'on évoquait tout à l'heure, mais au contraire, une sorte d'enrichissement qui peut profiter à tous, puisque au fond, si on arrive à produire un arbre qui peut faire 40 fruits différents, eh bien, finalement, vous voyez, du point de vue agricole, tout ce que ça va faire gagner, bien évidemment. Alors voilà, je veux finir sur cette image parce qu'elle est importante. Elle montre que définitivement, nous sommes des apprentis sorciers. Les artistes sont des apprentis sorciers. Comme disait Jean-François Lyotard, c'est pas pour citer un grand philosophe français, mais il parlait des artistes comme des transformateurs. Les artistes sont des transformateurs. Mais j'ai envie de dire, tous les humains sont des transformateurs. On transforme toujours quelque chose. On est occupé à vivre, ça veut dire occupé à transformer. Voilà. Et donc, est-ce que cette transformation-là n'est pas au fond bénéfique? Est-ce qu'elle n'est pas, on pourrait dire, la meilleure attitude qui serait celle des artistes de l'Anthropocène, donc à savoir œuvrer dans le sens d'une démultiplication généreuse d'une offre première qui est celle de la nature. La question reste posée. Alors ça m'amène à... Viens nous voir Thierry, on finira avec Thierry, je veux absolument... Non mais je t'en prie, voilà, tu nous parles. Alors Thierry Boutonnier, voilà, un grand représentant de l'art. Enfin, tu te reconnais quand même un peu l'Anthropocène. Non, je le découvre. Bon, ben oui, mais c'est vrai que c'est très en pointe. Voilà, je vous en parlais parce qu'actuellement, il mène un projet important qui s'appelle Recherche Forêt, donc à Paris, en région parisienne, donc dans une zone absolument minéralisée, évidemment, anthropisée au maximum. Et j'ai décidé de l'exposer dans les Cours en Vert et il m'a fait l'honneur de participer à cette exposition. Alors, ben, qu'est-ce que c'est que justement Recherche Forêt ? Bon, déjà, bonsoir et puis merci d'être venus si nombreux. Merci Paul et merci Françoise et le MAC de nous réunir. Bon, c'est vraiment un honneur que vous me donnez là de prendre la parole, mais il y a ici parmi nous beaucoup de personnes qui... Je ne savais pas comment conclure, je me suis dit... Bon, alors, bon, je dirais peut-être à table et santé, puisqu'il y a de la bière pas loin. Donc, mais bon, comme je voulais le dire, il y a parmi nous des personnes aussi qui pourraient très bien parler à ma place et qui vous-même pratiquez, chacun à votre manière, un art jardinier. Cette question
du partage de l'autorité, de la question d'une ère soi-disant démocratique et où la question de la crise de la représentation nous amène à penser d'autres pouvoirs d'agir, ben, évidemment, ça s'inscrit dans un continuum du vivant. Et c'est vraiment dans ce travail-là, et c'est pour ça que la question des organismes génétiquement modifiés fait polémique, parce qu'ils se revendiquent du continuum du vivant avec des vertus transhumanistes, de dépasser l'homme, etc. Or, ça fait déjà des millénaires, et à ce titre, je vous invite à travailler l'œuvre de James C. Scott, sociobiologue, sur l'Homo domesticus. James C. Scott, qui est un sociobiologue et qui travaille sur cette question de l'Homo domesticus et qui démontre voilà, que bon, une des peut-être premières autodomestications, c'est le feu, qui a permis à nos intestins de faciliter la digestion et donc de libérer, soi-disant, peut-être un peu plus d'imaginaire. Mais Recherche forêt, alors. Alors voilà, recherche forêt. Du concret, Voilà. Du concret, c'est que bon, on est à Paris, vous le savez, une des villes les plus denses, avec une pollution atmosphérique qui n'a rien à envier à celle de Lyon et de la vallée de l'Arve, près du Mont-Blanc. Donc un problème de qualité de l'air, mais un problème de sol. Et puis un problème d'humain, parce que à peu près 70% des Parisiens vont sur le Bon Coin et puis tapent recherche forêt. Oui, bizarrement, beaucoup de Parisiens cherchent à habiter ailleurs. Et c'est un problème, parce que je pense que la meilleure manière de transformer le monde dans lequel on est, c'est déjà de le transformer là où nous sommes. Et pas en passant par le Bon Coin, mais en allant dans le coin de sa rue. Comme on l'a vu avec des artistes depuis les années 60-70 qui, à New York, s'étaient déjà emparés de ces problématiques de qualité des sols, de qualité de l'air, de densification, de déchets, et qui ont déjà eu cette intuition d'être dans le continuum du vivant que la chlorophylle nous a invités depuis des lustres, c'est-à-dire dans un air respirable. Parce que le problème, il est là. Donc, recherche forêt consiste à aller chercher des arbres pionniers qui sont des rebelles de nos friches et qu'on dénigre, c'est-à-dire tous ces élantes, robiniers, peupliers blancs que l'on déteste parce qu'on les considère comme invasifs. Toute cette palette végétale qui n'est pas du tout considérée comme ornementale, paysagère, agréable à voir dans nos parcs, etc., dont on s'évertue collectivement à broyer, à détruire, à composter ailleurs, externaliser, des transports, etc. Et comme en plus on fait des parkings souterrains qu'on bétonise et puis après on végétalise avec une couche de sol qui vient d'ailleurs souvent de nulle part, enfin si, triangle de Gonesse, etc., les terres agricoles déjà gavées de pesticides. Donc l'idée est de prélever ces arbres pionniers, de les mettre en culture d'une manière temporaire. Je travaille avec l'association Yes We Camp à Vive-les-Groux. Donc on met en culture ces arbres qu'on a prélevés de ces friches. Et ensuite, ces arbres qui seront montrés le temps d'une exposition, on travaille à leur devenir dans les projets de reforestation. Donc il y a tout un travail aujourd'hui où on a bien compris qu'il ne s'agit pas de planter des arbres, mais de penser des micro-écosystèmes forestiers urbains, où on a travaillé à peu près sur toutes les strates. Et Lyon a fort à faire parce qu'elle est d'avant-garde. Paris jalouse la charte de l'arbre de Frédéric Ségur. Et à Lyon, il va y avoir Canopée Remix bientôt, organisé par la métropole, sur comment développer des trames brunes connectées aux trames. Alors, trames brunes, c'est le sous-sol, comment les racines mycorhizent. Excusez-moi, c'est beaucoup de gros mots, mais voilà, recherche forêt, ces arbres, on les prélève d'endroits qui vont être minéralisés, on les cultive le temps d'une exposition et d'une pépinière urbaine, et ensuite on les transplantera en novembre 2020 dans des espaces urbains de Paris. Je vois l'heure, je vais vous libérer, je vais respecter l'horaire bien évidemment, mais je voudrais laisser la parole à un artiste pour finir, non pas parce que les artistes sont plus sacrés que quiconque, mais c'est justement pour tu réponds à une question qui doit souvent être posée, mais quel rapport est-ce que ça a avec l'art? Et en répondant à cette question, peut-être que tu vas éclairer vraiment le sens de ces 3 masterclass, enfin ces 3 conférences autour de justement cette culture de l'anthropocène qui fait que tout se modifie, y compris les modes de travailler artistiquement. Qu'est-ce que tu réponds à Est-ce que tu entends cette question d'abord? Et qu'est-ce que tu y réponds? Et évidemment que si on s'inscrit dans un champ culturel très précis,
évidemment que cette question, elle est directe. Donc, ce champ culturel, c'est celui de l'art mobilier de ces 500 dernières années, lié à une spéculation foncière et immobilière, de façon à décorer nos murs. Et ça, c'est à peu près ce qui structure le marché de l'art à 90%. Après, Ça, c'est ta réponse. je dis pas que je veux plus de ça, je dis juste que j'en ai rien à faire. C'est pas mon travail. Moi, mon travail est plutôt effectivement dans une pratique de mycorhisation avec les végétaux pour essayer de respirer avec eux et d'essayer d'étendre ce collectif à d'autres humains, à des voisins qui du coup redécouvrent un peu la complexité du vivant, acceptent l'aléatoire, l'intègrent dans les pratiques, acceptent la mort, l'intègrent dans les pratiques et comment celle-ci bien soutient le vivant avec nos ancêtres. C'est complexe. Alors, je voudrais poser une dernière question, vous montrer quelques images. Vous reconnaissez ici pluie, vapeur, vitesse de Turner, hein, par exemple, le plus grand tableau sans doute du 19e siècle, le plus important, puisque c'est le tableau par lequel toute la représentation classique est ébranlée. Elle est ébranlée par quoi? Par la machine et par la vitesse. Donc, on entre vraiment dans la modernité. On est en 1844. Je pense que cette œuvre exprime parfaitement ce qu'est, on pourrait dire, la culture de la modernité naissante. Bon. Si je prends cette œuvre voilà, par exemple, du chien andalou de Buñuel et Dali, on est dans les années autour de 1930. Donc, en fait, je pense que cette œuvre exprime aussi ce qui est toute une culture donc marquée par la psychanalyse, par la question de l'inconscient, du rêve, du fantasme, de la puissance du désir. J'ai envie de dire, cette œuvre est vraiment très représentative de ce qu'est la culture de son époque. Et si je prends Guernica de Picasso en 1937, hein, donc, qui évoque évidemment une tragédie liée à la guerre d'Espagne, bon, la destruction d'une ville donc au Pays Basque et par extension, donc la destruction de populations civiles notamment, et par extension cette espèce de violence guerrière aveugle qui pérennise la culture humaine de la violence. Je pense qu'en 1937, cette œuvre représente la culture, on pourrait dire, du temps. Et la question que je te pose pour finir, c'est est-ce que ton œuvre représente la culture du temps? Il va dire oui, mais oui ou non? Est-ce que l'art écologique est l'art de ce temps, justement? Non, en fait, le problème, c'est que la perception du temps aujourd'hui est complètement, on l'a vu avec cette histoire d'archéologie préventive du futur, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce problème du rapport au temps. Ce qu'annonce l'Anthropocène et ce que nous rappellent tous les jours les chercheurs, c'est qu'on est dans des rapports d'espace et de temps qui sont mêlés. Et du coup, la question de la contemporanéité, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, c'est plutôt de développer une sensibilité à la présence pour installer de la durée. Et c'est plutôt dans ce paradigme-là. Ce n'est pas du coup un rapport passé, présent, futur, mais plutôt dans des temps mêlés, comment on développe de la présence pour de la durée dans des logiques de transmission. Donc c'est plutôt comme ça que j'essaierai de le positionner. C'est pas essayer d'avoir l'œuvre qui représente son temps. Voilà, merci Thierry Boutonnier. Voilà, donc je vais rendre le micro maintenant, je vais vous rendre votre liberté en vous remerciant de la présence. Vous avez été là souvent, je suis très très ému, tout ça. Je te remercie aussi particulièrement. Et je voulais juste quand même rappeler que même si on a beaucoup insisté sur la culture de l'Anthropocène et justement les formes de représentation qui en dérivent, qui sont des représentations soit mentales, donc philosophiques, culturelles, symboliques et artistiques, j'aurais rappelé juste qu'il n'y a pas de vérité en art. Dieu merci. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.